la façon dont on l'animait, mais je crois que c'est aussi ce qui se fait au niveau national, puisqu'on s'est basé sur des trames aussi que nous proposait l'association. C'est vraiment d'interagir, c'est vraiment de partager nos expériences, de mettre en lien toutes nos réflexions et pour faire émerger des nouvelles façons d'agir et de penser sur les pratiques RH. Donc voilà, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de réfléchir sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés ici. Donc on peut faire ça en live, en fait, en direct, ici. Si vous avez des idées sur ce que vous souhaitez voir abordé, donc l'Afterwork RH, de manière pratique, c'est 1 fois par mois, généralement le 2e mardi du mois, le 2e mardi du mois. Alors nous, on aime bien à l'IMOF, enfin moi j'aimais bien que ce soit très timé, c'est-à-dire qu'on sait exactement quand on arrive et on sait quand on repart. Alors en présentiel, on sait un peu moins quand on repart parce qu'on aime bien divaguer après et peut-être boire un petit verre au passage, mais en distanciel au moins ça permet que ce soit bien cadré et puis qu'on sache voilà, qu'on s'organise dans la vie personnelle aussi après. Donc voilà, voilà, on peut lancer les choses. Si vous avez des idées sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés sur les prochains mois. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées ou des envies? Celle peut-être, du coup, juste, parce qu'on n'est vraiment pas nombreux et tout le monde ne s'est pas présenté, est-ce qu'on finit pas le tour de table? Très bonne idée, merci. Le tour de table virtuel. Tout à fait. Alors, du coup, vous voulez vous présenter? Je crois qu'il y en a qui viennent d'autres régions. Benoît Frère, je crois qu'on avait été en contact aussi. Qui se présente? Sarah? Même si on se connaît un petit peu? Oui, tout à fait. Enchantée pour ceux que je ne connais pas. Moi, je suis sur Limoges depuis 2007, mais je viens d'Italie de Milan. J'ai toujours travaillé dans les RH, plutôt recrutement, formation, développement des talents. Donc, j'ai fait ma carrière essentiellement chez Heineken, chez Biticino, qui ont filiale du groupe Legrand, chez Legrand, et c'est la raison pour laquelle je suis arrivée en France. Et après, j'ai fini ma carrière dans les salariats en tant que directeur de développement RH dans le groupe RATP pour la filiale RATP Dev. Et je suis à mon compte depuis 3 ans. Désormais, j'accompagne les entreprises françaises qui ont des relations économiques avec l'Italie. Donc, je suis dans les champs du management interculturel en général et plus spécifiquement sur l'axe franco-italien. Et peut-être, moi, je vous écoute pour les sujets. La raison pour laquelle je suis ici, c'est justement de me maintenir au courant de ce qui se passe dans l'univers RH et, si je peux, de participer aussi en mettant à disposition l'expérience que j'ai pu avoir. Moi, j'ai travaillé essentiellement à l'international, donc à part l'Italie, je connais assez bien les Moyen-Orient. La spécificité, c'est que RATP fonctionne par appel d'offres. Donc, tout ce qui est appel d'offres RH, c'est en matière et développement des compétences, université d'entreprise, c'est des sujets que je maîtrise assez. Donc, s'il y a des besoins dans ce sens-là, je peux apporter ma petite pierre à l'édifice. Merci beaucoup, Sarah. Adelise, on vous laisse vous présenter. Oui. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis fraîchement, on va dire, diplômée de l'ISFOGEP donc en septembre dernier. Je suis actuellement au service Orange, au service de formation à Orange, pardon. Donc, je m'occupe de tout ce qui est mise en place du plan de développement des compétences, l'accompagnement managérial pour aider les managers à développer les compétences de leurs collaborateurs. Donc, je fais aussi le bilan et le reporting par mois, le suivi par mois pour voir si on colle bien au plan que l'on avait prévu. Et ensuite, j'anime aussi la communauté, on va dire, des formateurs occasionnels sur le terrain pour tout ce qui est transmission des savoirs avant que notamment les personnes qui sont plus âgées partent en retraite et partent avec leur savoir. Et ensuite, on travaille aussi sur le déploiement de la FEST, même si en période Covid, ce n'est pas forcément évident de le faire à distance. Mais voilà,
je suis sur ces sujets-là. D'accord, merci Annelise. Cécile Peset? Oui, bonjour. J'espère que la connexion est bonne. Pour l'instant, ça va nickel. Bon, très bien. Bonjour à tous. Alors moi, je suis sur Paris, parisienne de corps et d'esprit, mais j'avais envie de voir un peu ce qui se passe ailleurs de Paris, parce qu'entre Parisiens, c'est pas toujours très cool. Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit tour à l'Afterwork RH de Limoges. Je connais Sophie Nonnenmacher depuis bientôt 2 ans. C'est Facebook, non, c'est LinkedIn qui me l'a rappelé ce matin. Donc voilà, le temps passe vite. Moi, j'ai passé une vingtaine d'années en service RH en entreprise, dans des fonctions diverses et variées, le recrutement, le développement des cadres, la formation, dans des multinationales et dans des entreprises plus petites. J'ai créé il y a presque 4 ans maintenant Profil RH. Profil RH qui s'occupe de la relation entre les collaborateurs au travail. Donc, c'est une plateforme B2B en mode SaaS à destination des RH en entreprise et des cabinets de recrutement. Et j'ai créé plus récemment avec une autre équipe, une autre startup qui s'appelle Work Well Together. Là, c'est une application B2C à destination principalement des personnes en recherche, qui en recherche d'emploi, donc qui ont besoin d'avoir un CV et des arguments pour se mettre en avant sur leur lettre de motivation. Donc, on a innové avec ce qu'on appelle le CV relationnel, qui vous permet d'avoir une partie, donc la partie de gauche sur ce qui vous caractérise vous, quels sont vos soft skills relationnels. Voilà, et puis sur la partie droite, vous avez votre partie CV plus classique avec vos compétences techniques. Et sur l'application, vous retrouvez, après avoir passé un questionnaire de 18 questions, questionnaire projectif de 18 questions, vous obtenez votre profil relationnel que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux pour vous rendre visible sur LinkedIn en tout cas, des recruteurs. Et vous pouvez également donc récupérer votre CV relationnel, votre profil relationnel également, et vous pouvez proposer à votre entourage professionnel un nouveau concept également qu'on appelle le matching relationnel, qui est complètement différent du matching affinitaire, parce que nous, on s'intéresse à la relation. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité du lien entre les personnes. Voilà, donc vous pourrez découvrir ça si vous avez envie sur workwelltogether.co. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci pas bien. Pour l'instant. En tout cas, c'est sympa de venir nous rendre visite. Je sais que Sophie a été voir aussi comment ça se passait à Paris. Non, c'est ça. Voilà, donc oui, tout à fait. C'est le gros avantage du virtuel, en fait. C'est que du coup, moi, j'ai participé aussi à des Afterwork Paris pour aller voir comment ça se passait. Donc là, c'est l'avantage. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on va reprendre le présentiel, un jour peut-être, ça sera plus difficile de rassembler des gens de partout et on aura quelque chose de plus local. Et d'ailleurs, je m'interrogeais sur le fait, quand on a voulu relancer l'Afterwork RH à Limoges, on s'est dit, est-ce qu'on n'attend pas du présentiel pour pouvoir le faire? Alors, on avait fait un petit sondage sur LinkedIn justement pour voir qui voulait attendre le présentiel. On avait pas mal de gens qui préféraient attendre le présentiel, mais comme ça traîne un peu le présentiel, on s'est dit, on va faire une reprise comme ça à distance, en virtuel. Mais c'est vrai que ça a sans doute ses limites sur une population, je ne sais pas, sur Limoges, peut-être que ça explique aussi qu'on soit pas très nombreux ce soir, parce que ce que disait Aurélien, c'est vraiment ce qui est super quand on se rassemble sur l'Afterwork RH, c'est ce côté où on se retrouve le soir après le travail dans un endroit sympa où on peut boire un verre, où on peut échanger de manière informelle, parfois même en petits groupes, au-delà de la génération au-delà du fait qu'on va effectivement générer du partage, de l'échange de connaissances, on avait ces petits moments aussi un petit peu informels autour voilà, qu'on ne peut pas forcément retrouver sur le virtuel.
Donc, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais effectivement, Cécile, je connais bien Cécile aussi par ailleurs, donc ravi de t'accueillir à Limoges. On est sympa à Limoges, ils ne sont pas tous sympas à Paris, nous à Limoges, on est sympa. Ça peut être sympa, comme on est en petit groupe aussi, bon, on va finir le tour de table, mais qu'on fasse un petit partage d'expérience, savoir voilà, comment le passage du présentiel au virtuel s'est fait sur les after-work RH, parce que là, on rajoute de la visio à des journées qui sont parfois chargées en visio déjà. Donc voilà, est-ce qu'il y a de la présence quand même? Mais du coup, on va finir le tour de table. Donc Benoît Frère, je vous laisse vous présenter. Alors, je remettais le son, j'avais un petit problème. Bonsoir à tous. Benoît Frère, RRH régional chez Portalp. Donc, nous, on est dans les portes automatiques, bâtiments du second œuvre. Et puis moi, je suis en lien avec les directeurs régionaux des différentes régions que je gère. Donc, je gère plutôt, vous coupez la France en deux et je vais être plutôt sur la partie ouest. Et je vais être en lien avec eux sur toute la partie de gestion du personnel, tout simplement. Donc, toutes les problématiques liées à la gestion du personnel, les conseils, etc. Et échange avec leurs managers et leurs salariés. Voilà. Ok, super. Merci d'être venu nous voir. De rien. Oui, c'est vrai que moi, je suis de Paris et je suis à Badoisès Citron. Voilà. C'est pas super sexy, mais bon, voilà. C'est pas habituel non plus. J'ai failli cracher. Ok, voilà, c'était tout pour moi. Merci. Laura? Je ne sais pas si Laura est là et nous entend. Ok. Eh bien, donc, on a fini le tour. Peut-être que Laura sera de nouveau avec nous tout à l'heure. Laura, elle est là en fait, mais elle n'arrive pas à activer son micro. Ouais. Ah oui, elle a envoyé un message sur le chat en fait. ouais, elle nous entend, mais elle essaye d'activer son micro, mais elle n'a pas activé son micro. Enfin, ça ne marche pas a priori. D'accord, ouais, c'est ce que je vois. Pas de souci. Donc, du coup, Laura, vous pouvez communiquer avec nous par chat. On va échanger des idées, si vous le souhaitez, bien sûr. L'idée, c'était de savoir voilà, ce qui pourrait vous intéresser sur les mois à venir, les thèmes que vous souhaitiez aborder, ou pour des personnes qui ont déjà assisté à des after-work RH, les thèmes que vous voudriez voir réaborder parce que c'était intéressant et parce que voilà, il y a peut-être encore matière à creuser sur certains thèmes. Bonjour. Ah, bonjour Laura. Super, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Excusez-moi, je ne peux pas activer ma caméra et on vous en prie, il n'y a pas de souci. Du coup, si vous voulez, en fait, moi, je suis encore dans le cercle des études. Je suis alternante en ressources humaines depuis maintenant, depuis l'année dernière. Après, j'avais travaillé un petit peu dans les RH de manière un peu transversale avant. Mais je suis aujourd'hui en master RH et je travaille pour la Société Générale. Et du coup, pourquoi je suis ici? Parce que je suis avide de connaître le parcours des autres RH et des expériences que vous vivez. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. D'accord, super. Merci Laura. Bienvenue. Bienvenue, oui. Merci beaucoup. Effectivement, on l'a dit ce soir, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la reprise? Est-ce que c'est parce que c'est le distanciel? Enfin, peu importe. On sait qu'à Limoges, peut-être que c'est pareil ailleurs, il faut toujours un petit temps de récurrence pour que les gens viennent et s'inscrivent. Donc, on verra. En tout cas, on a eu des messages qui nous disaient que voilà, ils ne pouvaient pas venir ce soir. Notamment, je pense à aussi Charlotte Maillard que j'ai eue, qui m'a dit qu'elle ne pourrait pas venir ce soir, mais qu'elle serait là régulièrement. Donc, est-ce que au niveau des thèmes, vous avez des idées? On vous pose des questions, ouais. Ou des sujets qui ont super bien marché chez vous, là-bas à Paris? Christelle, je voulais justement dire un mot sur ce que tu expliques sur la reprise des afterwork et sur la réouverture de Limoges. Ouais. Sincèrement, merci d'avoir initié cette démarche de réouverture alors qu'on n'a pas la possibilité de se réunir en présentiel et que clairement, le cœur de l'afterwork RH, c'est aussi de pouvoir partager un moment informel, comme tu le disais tout à l'heure.
Et le fait que vous alliez directement sur un événement en ligne, alors que clairement, ce n'est pas le plus simple et ce n'est pas le plus facile à faire, hein, soyons clairs, et que vous réussissiez à bloquer ce créneau, à faire venir du monde, etc. Franchement, je trouvais ça super, je voulais vous le dire, c'est vraiment génial. Enfin, je dis Sophie, Christelle, mais Julia, bien évidemment, aussi. Je ne t'oublie pas. Mais c'est génial que vous ayez initié ça, proposé ça, et que voilà, on soit capable aujourd'hui de proposer nos thèmes et les thèmes qui nous intéressent pour la communauté. Merci pour ça. Merci. Avec plaisir. C'est vrai que l'idée de la reprise, c'est aussi effectivement de réfléchir au thème, de voir quand est-ce qu'on va se regrouper, d'essayer de créer cette récurrence-là dont parlait Christelle tout à l'heure. Donc, pour les personnes présentes, hein, l'idée, c'est qu'on se revoit une fois par mois, hein, de façon régulière, en virtuel tant que c'est en virtuel, et puis en présentiel, on l'espère, dans quelques mois, si tout va bien. Et qu'on puisse programmer un peu, c'est ça, hein, sur l'année, Christelle, hein, qu'on puisse programmer, Julia, vous m'interrompez, hein, mais qu'on puisse programmer à peu près sur l'année les thématiques qui pourraient vous intéresser pour qu'on puisse organiser. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que dans les Afterwork RH, on peut aussi faire venir des gens de l'extérieur pour vous parler de thématiques en particulier, pour aborder des notions un peu différentes ou l'aborder d'une autre manière. Et pour pouvoir organiser ces interventions de l'extérieur, on a besoin de savoir quelles sont les thématiques qui pourraient vous intéresser, quelles sont celles qui ont beaucoup plu peut-être ces derniers mois dans les autres Afterwork RH ailleurs en France, qu'on puisse organiser un petit programme comme ça au moins sur les prochains mois jusqu'à l'été. Peut-être qu'on sache un peu où on va, qu'on organise les interventions, qu'on puisse préparer des petits jeux aussi, ça serait sympa. Qu'on se réunisse sur ce petit temps informel à travers des petits jeux ou des petits quiz, ou voir comment on peut organiser tout ça. Donc, si vous avez des idées de thèmes que vous aimeriez voir dans les prochains mois, deuxième mardi, tu l'as dit, Christelle, un deuxième mardi de chaque mois, normalement. Oui, normalement. Ouais, là, on n'était pas bon, on était sur le 3e, je crois, 16 mars. C'était la reprise, donc on a fait une petite transgression, mais normalement, c'est le deuxième mardi de chaque mois. En fait, ça a une importance parce que ça veut dire que on note dans son agenda que le deuxième mardi de chaque mois, toute l'année, on est ensemble, que ça soit en virtuel ou en présentiel. Et ça, c'est important de le noter parce que cette récurrence va nous permettre aussi d'apprendre à nous connaître et de pouvoir partager, en fait, de façon régulière sur les thématiques, mais aussi au-delà des thématiques, de pouvoir savoir qui fait quoi et d'avoir des repères aussi pour aller chercher de l'info quand on en a besoin. Ou d'aller chercher aussi des docs. Hein, je sais qu'Aurélien me contredira pas sur les réseaux, sur WhatsApp, où on échange beaucoup de docs, d'infos, de noms. Je cherche quelqu'un pour faire telle chose. Vous n'avez pas quelqu'un que vous connaissez? Exactement. Et ça fait partie de l'état d'esprit de l'asso, c'est d'être en mesure de partager plein d'infos sur les RH, donc des actualités, des choses qui viennent de tomber. Et là, ces 2 derniers mois, ça n'a pas manqué clairement, mais aussi des sujets de fond avec des évolutions réglementaires. J'ai mis quelques thématiques qu'on a pu traiter, mais on a traité pas mal de la FEST aussi. Je sais que c'est un sujet pour Anne-Lise. Donc, qu'est-ce que la FEST, comment on le met en place, comment on peut avoir des retours d'expérience aussi d'autres personnes. Je sais que dans le réseau à Lyon notamment, on a une personne de l'ANACT qui était venue en mai, au moment où la FEST a été mise en place. Donc, on peut difficilement avoir de meilleurs retours que la personne qui l'a initié au niveau du pays. Voilà, elle a travaillé sur les projets pilotes. Donc, effectivement, n'hésitez pas à aller chercher à la fois dans le réseau des personnes qui sont déjà intervenues, parce que c'est la communauté Afterwork RH dont vous faites partie, en fait. Hein. Et on a aussi une chaîne YouTube, Afterwork RH et à Digital, c'est 2 chaînes YouTube sur lesquelles vous retrouvez les replays des événements, sur lesquels vous retrouvez les thématiques, les intervenants, etc., etc. Et bien évidemment, ensuite, si vous souhaitez retrouver ces intervenants directement à l'intervention, si vous souhaitez avoir des thématiques spécifiques ou quoi, bien sûr, c'est à dispo. Hein. À quand un vlog d'Aurélien sur YouTube? Je rigole. Hein. On vous fera passer de toute façon les liens. Christelle et Julia, on fera passer à la communauté, enfin aux personnes présentes déjà, et puis peut-être aux autres les liens vers la chaîne YouTube et le programme du Festival à Lille, qu'il ne faut pas manquer, il faut aller à Lille. Attention, il y a plein de choses super intéressantes qui vont se passer à Lille au mois de juin. Ouais. Donc, il ne faut pas rater l'événement à Lille. Cécile, je compte sur toi, c'est pas très loin de Paris. Pour nous, c'est un peu plus loin pour ceux qui sont à Limoges.
Mais c'est un peu plus loin, mais on peut faire du covoiturage. Pour les sujets, est-ce qu'on peut se permettre de demander à Laura, vu qu'elle commence dans les RH, si elle a des sujets qu'elle aborde en cours ou des choses qu'elle a envie de développer? J'ai pas de sujet particulier. Néanmoins, en fait, il y a quand même quelque chose qui m'anime un peu en ce moment, c'est qu'en fait, beaucoup d'entreprises on va dire, font beaucoup de GPEC avec le Covid. Et du coup, ce qui peut être intéressant, je pense, c'est comment aujourd'hui les services RH réagissent face au mouvement de personnel dû au Covid, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? On parle du turnover lié au Covid? Ça peut être du turnover, mais ça peut être aussi une stratégie d'entreprise qui change en fait à cause du Covid, que ce soit une perte fulgurante d'un marché avec un agrandissement de l'autre ou des choses comme ça aujourd'hui, et comment on arrive en fait à... Voilà. Alors, ça coupe, Laura, par moment. On a un son tout haché. Oui, Je ne sais pas si c'est que moi. Problème de connexion, je pense. Ah, je suis désolée. Pour le sujet déjà. Je vous écris. Si je peux me permettre, j'ai vu Benoît que pendant 2 fois, vous avez fait ressortir Vive l'international, Vive l'international. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous intéressent particulièrement dans la gestion des RH internationales? Pas spécialement, parce que je ne gère pas d'international sur mon groupe. Ça va être mes 2 autres collègues qui vont gérer ça. Mais non, mais moi, je suis content qu'il y a un déploiement au niveau international déjà de l'Afterwork RH. Je trouve que c'est top d'Aurélien d'aller au-delà des frontières hexagonales, on va dire ça comme ça. Mais après, effectivement, non, comme tu t'étais présenté et comme tu présentais l'Italie, etc., je me suis dit, ouais, c'est bien du coup de voir les pratiques RH en Italie ou des choses comme ça. Voilà. Ça peut être un sujet. D'accord, non, je pose la question parce que peut-être les personnes qui sont à leur compte, moi je fais de conseils, peut-être que je passe sur le contrôle de Christelle et de Sophie, on peut peut-être nous qui sont dans les conseils, mais Julia aussi, j'ai cru comprendre, proposer des thèmes qui peut-être vous intéressent si jamais on a mené des études particulières. Je fais un exemple. Moi, j'ai mené l'année dernière une étude sur l'impact des différences culturelles sur le travail à distance. Donc, c'était une étude qu'on avait fait dans le cadre des Dauphines. On a utilisé les modèles de Sylvie Chevrier, que vous connaissez peut-être, qui a écrit beaucoup de livres sur le management des équipes internationales. Et c'est avec elle que j'avais fait mon mémoire. Donc, du coup, j'avais présenté une étude, pas une étude scientifique, ce n'était pas un échantillon suffisamment intéressant, mais c'était une étude de terrain où on avait pris des managers qui étaient soit italiens, parce que c'est mon axe à cheval entre l'Italie et la France, soit des Français en Italie, soit des Italiens en France, et on avait exploré quelques sujets forts, notamment la création de la confiance et comment tenir les équipes motivées dans une dynamique à distance. Et on a fait cette étude, on avait commencé l'étude avant que la COVID se déclare, et on a rajouté un annexe après en disant, OK, maintenant que le tsunami est passé par là, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous ne gardez pas, qu'est-ce que vous avez, on va dire, systématisé ou pas. Et alors, on ne peut pas faire les noms des clients, mais dedans, il y avait vraiment des grosses boîtes internationales. Et si ça intéresse quelqu'un, je peux mettre cette étude à disposition. Alors, ça va être un WeTransfer parce que c'est un peu costaud, c'est une 50aine de pages, mais je peux les mettre à disposition et les commenter si quelqu'un est intéressé au sujet. Donc, répète, comment garder les équipes motivées et investies à distance dans une dynamique de travail à distance. Attention, je ne parle pas du cas Covid, c'était vraiment smart working, mais avant le Covid. Donc, ce n'était pas à l'arrache home working, ce n'était pas ça. Et quel est l'impact
en fait, sur des différences culturelles sur le travail à distance. Ouais, c'est super intéressant. Merci, Sarah. Effectivement, Ouais, c'est intéressant. Ça vous va, ça? Si vous voulez, quand vous voulez. Ah oui. ouais, c'est un thème super intéressant. Et du coup, moi, je rebondirais par rapport à ça. J'ai une question, c'est comment après remotiver en fait à l'inverse les collaborateurs à revenir sur site? Parce que je sais qu'il y en a plein qui aiment bien le fait d'être en télétravail, qui ont trouvé leurs intérêts, notamment, vous en région parisienne, ça doit être probant au niveau des temps de trajet. Et en fait, comment les motiver, quel levier mettre en place pour pouvoir les inciter à revenir et recréer, on va dire, cette cohésion d'équipe qu'il y avait avant. Je voulais simplement préciser par rapport à la thématique d'avant, par rapport à l'international, que pour compléter l'étude, Sarah, que tu as pu réaliser, il y a un intervenant dans le sud-ouest de la France qui a fait une étude dingue sur 280 000 entreprises, justement, enfin 280 000 répondants, pardon, avec des gens qui ont répondu sur les habitudes qu'ils avaient en télétravail, à distance, quelles évolutions et quelle était leur entreprise, quelle était la typologie d'équipe idéale, entre guillemets, justement dans le cadre d'un travail à distance ou comment on y vient, etc. Et si vous le souhaitez, tout ça pour vous dire ça, que c'est un intervenant du réseau de l'Afterwork RH qui peut bien sûr intervenir lors d'un événement à Limoges en distanciel ou alors vous pouvez aussi le retrouver en présentiel en juin, ça sans problème. C'est super parce qu'en fait, on va explorer dans l'étude les conditions de succès du travail à distance. Donc, ça fait écho avec l'équipe idéale. Oui, ça serait complémentaire, les deux interventions. Ce serait vraiment bien, oui. Anne-Lise, je ne voulais pas squeezer la réponse qu'on allait t'apporter sur la thématique. Hein. Ok, bon, c'est plein d'idées de sujets abordés. On avait aussi envie de vous faire tester, pour ceux qui ne connaissent pas, comment fonctionne l'intelligence collective dans les afterwork RH. Et du coup, on avait envie de vous faire goûter ça rapidement, hein, au travers un thème qu'on avait lancé, c'est que vont devenir les RH demain? Comment seront constitués les RH de demain? Qu'est-ce qui va se passer? Comment on peut anticiper ça pour se projeter, modifier déjà nos pratiques, etc. Donc si ça vous tente, on va explorer un petit peu ce thème-là sur qu'est-ce qu'on envisage. On peut imaginer toutes sortes de situations. L'idée, c'est surtout pas de se censurer. Donc parfois, les idées les plus farfelues amènent à d'autres rebondissements. Et donc, du coup, n'hésitons pas à amener des questionnements. Donc, je vois Laura qui met déjà, on parle beaucoup d'ubérisation des RH aussi. Oui. Du coup, Laura, j'imagine que tu as perdu ton micro. Parce que l'ubérisation des RH, du coup, qu'est-ce que vous entendez chacun et chacune par là? Je me dis self-service, non? Ouais. J'externalise, je fais pas de l'outplacement, de l'outsourcing à la demande. Voilà. Laura dit les RH ne seraient plus salariés. Donc, on va tous finir sur Malte ou je ne sais pas, sur Hopon, comment ça s'appelle maintenant, la plateforme des freelances. Il faut faire monter les tarifs quand même. Mais c'est ça, Laura, que tu voulais dire. Les RH ne seraient plus salariés. On prendrait un spécialiste en fonction de son besoin. Oui. C'est ça. C'est peut-être un peu ça. Self-service, j'appelle ça. Donc, en fonction de la mission aussi, des RH à mission, c'est-à-dire on a une mission ponctuelle sur 6 mois, on va embaucher un RH sur tel projet ou sur tel... Ça peut aussi. Temporary management aussi. Je vois que ça se développe.
comment on fait une politique RH dans le temps avec des freelances ou comme quand on a notre Uber Eats qui nous amène à manger, en fait, on aurait notre Uber RH qui arrive et qui vient nous poser notre politique formation et qui repart au bout de 6 mois Enfin, c'est ça, en fait, finalement, le truc dans l'ubérisation. Après, j'ai compris ça un peu différemment avec, comme chez Uber, en fait, c'est finalement des algorithmes qui managent les voitures, les chauffeurs, qui leur disent où aller, qui chercher, s'ils sont récompensés, s'ils ont une prime ou non, comme chez Netflix, comme chez beaucoup d'opérateurs, finalement, qui managent avec un algorithme. Mais voilà, ça peut être aussi ça, l'ubérisation des RH, finalement. C'est décider de qui fait quoi à quel moment selon un algorithme. Un peu ce qu'avait fait L'Oréal, en fait, ou même Amazon, en fait. Tout à fait. Sur le recrutement, notamment, qui est déjà en train de se digitaliser. Je veux mes 5 étoiles. Donc, ouais, avec toutes les limites de l'IA, quoi. Avec toutes les limites de l'IA, comme les étoiles, comme les évaluations, c'est ridicule. Et puis le problème, c'est que si tu laisses des intelligences artificielles gérer ton recrutement ou ton développement de carrière, tu transmets en fait à l'IA tes préjugés, tes stéréotypes, tout dépend qui programme derrière. Enfin, je veux dire, c'est toujours une aide. Moi, au contraire, l'IA, c'est un plus. Cécile pourra nous le dire que ça a un vrai plus qu'il y a à un moment donné quand tu as un modèle qui te permet à un moment donné de sortir des éléments là où les gens ont du mal à s'exprimer, où tu as du mal à afficher en fait des savoirs un peu particuliers comme les soft skills qui sont difficiles à afficher de façon autonome, mais les limites de l'IA, on l'a vu en fait. Qu'à un moment donné, ça peut créer encore moins de diversité, encore plus de pré-gardés à un moment donné, où est l'égalité si les machines gèrent l'IA. Mais je l'avais compris un peu comme ça, moi, l'ubérisation. Et comment tu fais pour avoir une politique réelle sur du long terme si on est je vais chercher comme un Uber, selon ce que je veux manger, je vais chercher la bonne compétence quelque part, je l'amène. Et comment tu gères c'est impossible. Là où, à un moment donné, les RH étaient quand même dans les décisions stratégiques à long terme de l'entreprise. Avec une ubérisation, c'est pas possible, à mon sens. Tout dépend qui s'occupe de la politique RH. C'est mon ancien directeur du marketing italien. Il disait, en tout cas, avec son bel accent de Bergamo, vous, les RH, ne servez à rien dans les meilleurs des cas et dans les pires, vous coûtez de l'argent. Donc, c'était brillant. On a tellement entendu ça partout. Les RH, ça ne sert à rien. Mon RH dans ma boîte, il est nul, il ne sert à rien. Mon RH ceci, mon RH cela. Sauf que sans les RH, les gars, on ne fait rien. Alors, moi, j'ai envie de dire, sans la gestion RH, on ne fait rien. Parce que dans certaines boîtes, surtout les petites boîtes, il y a surtout dans certaines configurations d'entreprise, ce n'est pas que la fonction n'existe pas. C'est juste qu'elle est gérée par d'autres personnes que les RH. Alors, des fois, j'ai vu des choses absolument par la finance, frissonner. La RH positionnée sous la direction IT. C'est ça, j'ai vu ça aussi, direction financière, encore plus souvent, etc. Après, ça dépend si c'est une grosse, non, on est habitué aux grosses entreprises, mais dans la réalité, 95% des entreprises en France, c'est plutôt des PME ou des TPE. Donc, finalement, qui fait la fonction? Et c'est plutôt, je pense, dans ces cas-là, où les patrons font la stratégie, soi-disant RH, et après appellent les plateformes à commande. Enfin, j'imagine plutôt une chose comme ça. Oui, c'est ça, c'est les gérants ou c'est les DAF qui font la partie RH aussi. Enfin, voilà, dans les petites entreprises, ça se passe un peu comme ça. Ouais. À tort ou à raison. Hein, oui, parce qu'après, le souci, quand les DAF font de la présélection RH, on va dire ça comme ça, ils ont des yeux de DAF. Mais bien sûr. Ils n'ont pas des yeux RH. Et on ne choisit pas un RH en fonction d'un tarif ou d'un... Voilà, c'est pas comme, c'est pas à ce niveau-là que ça se situe. Et c'est là la difficulté, c'est que tout le monde ne peut pas être un RH. Alors tout le monde ne peut pas être un DAF non plus, il y a quand même des prérequis. Mais la fonction RH, elle a ça de particulier, c'est que si on n'est pas profondément humain dans son âme, finalement, on ne sera jamais un bon RH. Et ça ne s'apprend pas. C'est ce qu'on est, c'est incarné. Si la fonction, elle n'est pas incarnée, on ne sera jamais un bon RH et on n'arrivera jamais à faire dire aux autres qu'on est un bon RH. C'est ça qui est compliqué. Ouais, avoir un bon sens de la prestat de service aussi, un bon sens de rendre des services, d'être conseillé, d'accompagner. Enfin, il y a vraiment un rôle qui est très fort là-dessus. On accompagne et on aide vraiment tout le temps au quotidien les managers, les salariés, etc. Donc, un sens du service aussi, je pense, je dirais.
Un sens du Comme social, mission, à la finalement. posture du RH. Et la posture du RH, moi j'ai vu aussi des RH qui sont en souffrance sur leur poste parce qu'ils sont entre le marteau et l'enclume, et puis, ou alors qu'ils ont les pieds et les poings liés et qui doivent appliquer une stratégie d'entreprise qui ne leur correspond pas, qui ne correspond pas à leurs valeurs. Et du coup, là, on dévie un peu, mais oui et non, c'est-à-dire qu'on en arrive à des personnes qui étaient passionnées par les RH et qui se retrouvent dégoûtées du métier. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces personnes-là? Est-ce qu'elles vont devenir consultantes RH extérieures? Et du coup, c'est aussi comme ça l'ubérisation du métier, peut-être. C'est de se dire, finalement, est-ce qu'on n'externalise pas pour se protéger individuellement et devenir RH consultant et choisir finalement les patrons auprès desquels on intervient sur des vraies politiques RH. Et puis, on laisse les autres gérer comme ils veulent en interne sur la gestion administrative. Ouais, ça C'est peut vrai. être politique, en C'est effet. souvent en mission. Ma toute première chef m'a toujours dit, les RH, ce n'est pas un métier, c'est une mission. C'est vrai que la particularité par rapport à d'autres fonctions, c'est que nous, c'est une convention tripartite, n'est-ce pas, entre l'employeur, celui qui nous paye la fiche de paie à la fin du mois, et les salariés. C'est-à-dire que nous, on est vraiment entre les deux. Alors après, la question se pose sur combien est-ce que la RH est vraiment stratégique dans l'entreprise où je travaille? Parce que dans certaines entreprises où j'ai travaillé, ce n'est pas le cas. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire des choses qui me plaisent vraiment et pas de mettre en place des politiques qui des RH n'avaient que les titres. Et après, c'est quoi les véritables leviers? J'ai travaillé aussi dans des entreprises publiques, on va dire comme ça, où la gestion des RH est vite réglée. Hein. Paix sociale, égalité, laïcité, fini. Pour ne pas faire des noms sur mes anciens employeurs, mais c'est la réalité. Donc, peut-être que où on positionne les curseurs sur l'échelle de la stratégicité, c'est la question à se poser, c'est-à-dire qui va être en charge de la stratégie RH et de la politique RH, et cette personne-là ou ces compétences-là, elle va rester dans l'entreprise, peu importe qui va la faire. Et après, il y a tout un tas de choses qui sont ubérisables, effectivement, qui peuvent fonctionner sur des logiques différentes. Qu'est-ce qu'on garde dans la fonction RH? C'est quoi notre valeur ajoutée, en fait? Et je suis entièrement d'accord avec toi, Sarah. Honnêtement, il y a un vrai sujet, je pense, sur les RH de demain. En fait, qu'est-ce qu'on doit être demain? Donc, on s'est dit en 2018-2019, on est des HRVP, on est orienté business, on s'est communiqué sur ce qu'on fait, créer de la valeur, communiquer auprès. OK. Maintenant, je pense que notre problème, nous, tous autant qu'on est en tant que RH, c'est qu'on n'arrive pas à se remettre en cause collectivement. Au Canada, il y a un truc qui s'appelle l'ordre des ressources humaines. Il n'y a pas un seul pratiquant des ressources humaines, qu'on soit consultant ou RH en poste en entreprise, qui n'a pas signé une charte, un code de déontologie et qui n'est pas accompagné en fait, dans son quotidien. Nous, on accompagne, surtout cette année, des gens qui ont des problématiques parfois qui sont compliquées à gérer humainement parlant, qui accompagnent les RH concrètement dans les boîtes. Et par rapport au système de direction, par rapport à la légitimité même qu'on a, quand on voit aussi les formations qui sont proposées dans les écoles RH, on oublie complètement la partie business, la partie entreprise, pour se concentrer uniquement sur des choses quasi administratives et en zappant l'humain. Ça veut dire qu'à la fois, on n'est pas content parce qu'on ne traite pas de l'humain, parce que ce n'est pas uniquement le métier RH. Merci Ben. Et en fait, on est HS dans l'entreprise parce que finalement, on est hors sujet, c'est-à-dire qu'on on est hors sujet dans notre approche de l'entreprise parce qu'on n'a pas ces notions de business, de rentabilité. Et gérer de l'humain, travailler et développer l'humain tout en faisant du business et en étant rentable, c'est pas un gros mot. Ça, voilà. Mais on n'est pas capable de se remettre en question collectivement. Et c'est aussi une des missions, à mon avis, de l'Afterwork RH, c'est-à-dire s'élever en disant on fait des choses très bien, on fait des choses moins bien. Quand on regarde les études, on discrimine, on propose des systèmes de formation qui forment les plus formés et qui laissent les moins formés sur le bord de la route. Heureusement, il y a eu la FES qui est arrivée avec de nouveaux dispos, mais ça ne change pas tout non plus. Il y a quand même des évolutions à prendre, mais si on ne le fait pas, je ne sais pas si beaucoup de monde en fait le ferait à notre place. Et on parle souvent des directions des ressources humaines qui gèrent tout et qui prennent les décisions dans les boîtes. Il y a combien d'entreprises en France aujourd'hui qui ont un directeur au service des ressources humaines? Et ça, c'est une vraie question, je pense, à poser. C'est quoi notre place finalement dans la société? Est-ce qu'on est juste là à servir de changement et de transformation quand il y a une crise de Covid qui arrive, ou est-ce qu'on peut
Et c'est de se dire qu'on peut avoir une place aussi importante que des DAF ou des marketeurs ou n'importe quelle autre fonction de la société, en fait. Et si je peux me permettre, Aurélien, de rebondir sur ce que tu dis, il m'est arrivé aussi, parce qu'il faut être honnête, il m'est arrivé aussi de connaître des réalités dans lesquelles les RH sont complètement déconnectés, pour ne pas dire à côté de la plaque, par rapport à la stratégie et qui n'arrivent pas à faire les liens. Enfin, c'est des personnes RH qui sont concentrées, je ne dis pas sur des tableaux Excel toute la journée, mais presque, mais que quand on leur pose des questions sur mais ça facture quoi ton entreprise, c'est combien les effectifs, alors le nombre d'effectifs, normalement, ils savent, mais c'est quoi les chiffres d'affaires, c'est quoi les bits, c'est quoi les bits, qu'est-ce que c'est les bits, sur quoi, c'est quoi l'activité principale de ton entreprise et toi, comment tu accompagnes la réalisation de la stratégie de ton entreprise. Moi, j'enseigne accessoirement à l'ISFOGEP et je cherche de faire les liens entre la stratégie de l'entreprise et la fonction RH. J'y mets normalement une journée rien que pour explorer cette partie-là. Donc, et je trouve que c'est jamais peut-être bien enseigné à l'école en formation initiale, mais je trouve aussi que les entreprises ne sont pas forcément assez exigeantes sur ça. Et du coup, mon ancien ingénieur italien, il n'avait peut-être pas tous les torts en disant, vous êtes à côté de la plaque par rapport au business. Ils n'arrivent pas à voir en nous une valeur ajoutée parce que peut-être on est aussi loin d'eux et du business. Si on arrivait à être un peu plus sur les business, aller un peu à tourner dans les ateliers, à s'intéresser aux produits, à s'intéresser aux personnes, on pourrait peut-être marquer des points. C'est justement. Je te rejoins tout à fait, Sarah, et notamment sur comment collaborer avec les équipes dirigeantes, c'est-à-dire la direction financière, voilà, le dirigeant de l'entreprise aussi, et justement prouver et approuver notre plus-value RH dans ces décisions stratégiques. C'est aussi trouver sa place là-dedans, quoi. Et c'est à nous de les montrer. Moi, j'ai toujours eu la mauvaise chance ou la bonne chance de travailler dans des entreprises où la RH était complètement une fonction où personne pensait à nous, en fait. Donc, ça m'a permis j'étais obligée de convaincre à faire appel à moi, parce que quand je suis arrivée dans une des entreprises, je ne voudrais pas laquelle, il y avait un budget de 600 000 € par an, un chasseur de tête, et il y avait chaque directeur des comités de direction qui embauchait ces personnes avec ces 2 ou 3 cabinets de chasseurs de tête et personne passait par la RH. Il n'y avait même pas un CRH. Ce n'était pas il y a longtemps. Hein. Donc, quand je suis allée pour dire, excusez-moi, je suis un peu un chef du recrutement, enfin pas comme ça, en responsabilité, je peux vous aider dans les recrutements. Pourquoi on devrait faire appel à toi? Moi je travaille déjà avec Egon Zehnder, avec Michael Page, avec les autres. Pourquoi je devrais passer par toi? Juste pour dire. À la tienne, Sarah. La tienne est pétillante, la mienne est plate. Je vais faire comme les… On a une nouvelle personne qui est arrivée. On a une personne qui vient d'arriver. Je ne sais pas si la personne qui est repartie. Elle est repartie. Ah, elle est repartie au fond de l'anonymat. C'était XX. Mais oui, absolument. En fait, la vision des RH n'est peut-être pas assez aujourd'hui. Business, ou en tout cas, prend pas en compte l'univers du business, c'est sûr. Et les RH de demain avec l'IA. Et Sophie, tout à l'heure, excuse-moi, mais je voulais te demander, tu as parlé d'un exemple de gestion de recrutement, par exemple, avec de l'IA. Est-ce que tu pensais à l'exemple d'Amazon ou spécifiquement ou pas forcément? Alors, il y a l'exemple d'Amazon qui a montré effectivement du coup la programmation, l'impact de la programmation en fait sur les préjugés et stéréotypes de l'IA qui a conduit en fait à désavantager notamment la réception des offres d'emploi en fait des femmes sur certains métiers. Mais il n'y a pas que, hein, Microsoft aussi, elle avait lancé une IA aussi complètement affreuse. Il y a plusieurs exemples en fait. Tu te censures, Sophie. Hein? Tu te censures. Un peu. Si on parle bien du même IA, la learning machine de Microsoft, tu es auto-censuré là. Il y a Laura qui dit EDF et Airbus. Ouais. Mais effectivement.
Ouais, non, mais avec un impact très fort. En fait, on a même une IA qui, à un moment donné, croppé les visages noirs, tu sais, sur les posts. Donc là, c'est une IA qui avait été développée par Twitter. C'est récent, hein, qui du coup croppe les visages noirs, en fait, quand tu mets deux personnages. C'est affreux parce que, et on s'est aperçu aussi il y en a plusieurs, j'ai plein d'exemples comme ça. Et c'est des exemples récents, ou même que la programmation des utilisateurs de l'IA, en fait, modifiait la programmation initiale et entraîner l'IA à avoir des propos racistes, voire négationnistes, en fait, sur certaines. Bon, voilà. Du coup, gros sujet. Gros sujet. Et effectivement, en fait, Amazon, en fait, ça fait un scandale, tout le monde en a parlé, on utilise l'IA chez Amazon, ça crée de la discrimination. L'IA, en fait, c'était un peu les titres des articles, en fait, c'était l'IA crée de la discrimination, oh mon Dieu. Et en fait, quand il y a eu des contre-vérités, des contre-articles qui sont sortis pour expliquer qu'en fait, l'IA, c'est une learning machine qui apprend de ce qu'elle connaît du comportement humain, en fait. Sans humain, elle n'apprend pas de comportement. Et effectivement, les femmes, les personnes avec des origines, des moins beaux quartiers des grandes villes, etc., étaient largement discriminées. Et on a crié au scandale. Mais en fait, l'IA, tout ce qu'elle a fait, c'est reproduire ce que faisait Amazon depuis des années maintenant. Et par rapport à la learning machine de Microsoft, effectivement, en fait, ils ont pareil lancé un IA sur Facebook et qui est parti comme il voulait. En 24 heures, il est devenu néo-nazi et il partageait toute la haine possible en ligne. Parce qu'il a appris de l'humain. Et on est une fabuleuse machine, nous, les humains. Oui, c'est ça. On en montrait du doigt la machine, en fait, alors que la problématique, ce n'est pas la machine, c'est les constructions des personnes, en fait, qui étaient transmises. Et aussi la construction des utilisateurs, quand ils ont poussé à bout, effectivement. Donc l'IA, oui, bien utilisée, avec toujours de l'humain derrière et avec toujours une réflexion sur comment je le fais, qu'est-ce que je fais, quel est l'impact derrière et quelle est vraiment mon utilisation, en fait. Parce que ça peut être, par contre, un super outil, je pense, pour les RH. À l'avenir, en tout cas. Je ne sais pas si Cécile veut parler un peu de l'outil, mais c'est vraiment l'idée. On est dans l'innovation. Quand on parle d'IA, on est vraiment dans l'idée de l'innovation, mais dans l'outil qui sert au RH ou au manager pour permettre à un moment donné de faciliter son travail au quotidien ou de lui apporter des données qu'il n'aurait pas sinon. Mais il faut que ça reste un outil, en fait. Et pas un remplacement, quoi. Clairement pas. Oui, mais moi, je vois vraiment une différence entre l'IA. Par exemple, nous, chez Workwell Together, on n'utilise pas du tout d'IA. On utilise simplement des algorithmes. Alors, il y en a beaucoup, il y en a 400. Mais ce ne sont que des algorithmes. Il n'y a pas d'IA à proprement parler dedans. Et pour l'instant, c'est important pour nous de rester sur ces algorithmes-là. Parce qu'on n'a justement pas envie que les outils qu'on a mis des années à développer soient détournés ou soient mal utilisés. Donc, tant qu'on ne sait pas mieux maîtriser, on reste sur nos algorithmes. Mais c'est sûr que ces sujets d'IA, de RH, moi, en ayant quand même pas mal d'années d'expérience en RH, quand j'entends que l'IA va être de plus en plus présente et quand même dans le recrutement, moi, ça me fait faire des bonds. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. On est en train de marcher sur la tête. Mais c'est comme tout, en fait, c'est que c'est innovant, ça peut apporter des améliorations, mais où sont les garde-fous ? C'est toujours ça, c'est où est-ce qu'on met le curseur ça développe l'employabilité, ça aide les RH, c'est un vrai apport au quotidien, ok, mais où sont les bords, comment on les fixe, comment on fait bouger tout ça, et surtout est-ce qu'on peut continuer à encadrer les choses avec ces choses-là. Alors moi, je n'ai pas une grande connaissance dans l'IA, hein, mais je suis très partagée sur le sujet. Effectivement, ça peut être top comme une certaine perdition finalement de la fonction. Mais dans la formation, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec de l'IA sur de la formation, mais il y a ce que certains appellent l'adaptative learning, en fait. Le fait comme Netflix, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là, mais en fait, quand on arrive sur Netflix, on a nos programmes, ceux qu'on a déjà regardés, ceux qui sont notés, ceux que les gens ont évalués.
Et en fait, il y a des organismes de formation qui veulent proposer ça. Vous avez suivi le Excel niveau 1, vous allez suivre le Excel niveau 2, et le tout basé sur un référentiel des compétences. Et ils poussent de la vidéo, ils poussent des contenus, des évaluations en fonction des sujets précédemment vus. Et ils arrivent à profiler des utilisateurs et en fonction de ça, pousser des contenus spécifiques. C'est vrai qu'après, j'aurais une question, Cécile. Tu parles des garde-fous par rapport comment dire, par rapport au fonctionnement de l'IA dans le recrutement, ou même de manière générale dans les RH. Comment on fait attention à ce qu'on fait avec l'IA dans les RH. Maintenant, j'ai envie de poser une deuxième question, c'est comment on fait gaffe dans les RH, tout court, au-delà du cadre légal. C'est ça, ça revient un peu à la question qu'on avait sur la déontologie qu'on avait, sur le fonctionnement qu'on avait, parce que c'est vrai qu'on parle des dérives de l'IA avec Amazon, avec le recrutement et tout ce qu'on s'est dit, mais après, en pratique, l'an dernier, il y a quand même 6 grosses boîtes françaises qui ont été testées sur leur pratique en recrutement par le ministère et notre Muriel Pénicaud, qui, elle, pour le coup, a lancé cette opération de testing. Air France, Airbus, Air France, Air Liquide, Renault, de grands fleurons français ont été mis sur les grilles sur leurs pratiques discriminantes. Et Renault n'a même pas démenti. Pour eux, on les discrimine, ils discriminent. Il n'y a pas de sujet. La loi, bon, c'est pour les autres. Le testing, tant pis, quoi. Bon, voilà, c'est juste la question de l'IA. Sur le garde-fou de l'IA, elle se pose aussi sur les pratiques actuelles qui sont dénoncées par l'Observatoire des inégalités ou même le ministère du Travail, en fait. Oui, mais c'est vrai, hein, je partage tout à fait cette idée-là aussi. Hein. Mais c'est que moi, ce qui me gêne plus c'est qu'aujourd'hui, quand il y a un RH fait une bourde ou un dirigeant fait une bourde RH, on va dire peut-être comme ça, il y a une vraie personne derrière. Donc, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités en tant que personne, qui dit, bon, voilà, je reconnais que j'ai fait une erreur, soit, ou je ne reconnais pas, ou je la referai parce que ça m'a bien arrangé, il faut le dire aussi ce qu'il est. Mais quand c'est de l'IA, on est tous humains, on va être tous tentés de dire, c'est pas moi, c'est la machine, c'est pas moi, c'est le programmateur, c'est pas moi. Donc, en fait, c'est comme une déresponsabilisation de la fonction qui déjà est un espèce de souffrance de reconnaissance et qui a besoin de s'imposer dans un univers hyper financier. Et là, aujourd'hui, on va rajouter de l'IA par-dessus et de se dire, en fait, c'est pas moi, c'est l'autre. Alors, c'est toujours facile de le dire, mais quand on a une machine en face, une intelligence artificielle en face, c'est encore plus simple parce que juste, on n'a pas de répondant. Mais est-ce que vous pensez vraiment que du coup, l'intelligence artificielle, elle va vraiment être utilisée et prise en compte pour une décision finale? Est-ce qu'on va la garder plus en tant qu'outil? Ça, justement, c'est remplacer. On n'en est pas à ce point où l'IA va choisir sur la base des algorithmes. Le recrutement, il y a du recrutement prédictif pour le moment. Ça aide quand même pas mal, mais après, il y a toujours une personne qui est là pour croiser les données, les interpréter. Et après, Laura, elle disait quelque chose d'intéressant, c'est vrai, il y a cette notion de programmation. Donc là, on touche un sujet encore plus complexe qui est la gestion de projet. Et pareil, alors là, l'ubérisation de la gestion de projet, où on a des fois 4 cabinets, 4 gros cabinets avec 4 consultants, un chef de projet, on ne sait pas qui fait quoi, qui recueille les besoins fonctionnels. Enfin bref, ça devient illisible. Et il y a cette question-là, c'est comment c'est construit et quelle personne intervient à quel moment. Donc au final, l'intelligence artificielle, il y a plein de choses derrière qui en découlent et qui sont directement concernées. Mais de là, je sais pas. Moi, je suis quand même dubitative. Je ne sens pas du tout de menace. Je ne le vois pas comme une menace concernant nos métiers, quoi. Je ne vois pas comment une intelligence artificielle créée par quelque chose, par des humains qui sont déjà imparfaits, pourrait remplacer vraiment un humain et la fonction RH. J'y crois pas du tout. Enfin, après, c'est peut-être utopiste, mais j'y crois pas du tout une seconde, quoi. C'est intéressant, mais ça reste une grille de lecture, pas plus. Hein. Moi, je mets juste un point d'attention sur un volet. Ça m'est arrivé quand j'ai mis en place, ça m'est arrivé de mettre en place des CRH. Hein. Donc, typiquement, dans les modules de recrutement, sans aller loin, on était dans une filiale, je peux le dire, il n'y a pas de secret, j'étais à la RATP Dev, je devais prendre un CRH pour RATP Dev et RATP était dans la boucle. RATP, à l'époque, avec les CV anonymes. Hein, parce que, et en plus, il n'y avait pas que ça, c'est-à-dire il y avait des règles pour la législation française qui sont beaucoup plus rigides pour les EPIC
en termes de plein de choses, parmi lesquelles la laïcité, mais pas que, dans les critères, plutôt que nous qui embauchons partout. Alors, mon rôle, c'était d'embaucher notamment dans les pays où on faisait des appels d'offres. Or, il se trouve que les appels d'offres prioritaires, on les faisait au Moyen-Orient et à l'époque, c'était en Afrique du Sud et en Algérie. Et quand on a paramétré notre CRH, il a fallu que moi, pour mes collègues des filiales d'Afrique du Sud, puisse paramétrer tout un tas de critères qui incluaient par exemple les groupes ethniques, la religion, les genres, etc. Pourquoi? Parce qu'en Afrique du Sud, en fait, on a des lois justement antidiscriminatoires, mais qui, pour prouver qu'on n'est pas discriminatoire sur leurs critères, il fallait qu'on prouve qu'en fait, on avait coché les bonnes cases et donc on avait 5 personnes, 5 candidats de cette ethnie-là, 6 candidats de cette ethnie-là, etc. Quand elle a entendu ça, ma collègue en Angleterre qui avait les CV anonymes et qui ne permettait même pas de mettre les photos ou les âges, et elle a eu les cheveux comme ça. Et en fait, les principes sous-jacents étaient les mêmes, mais la pratique pour les satisfaire était différente. Et donc ça, c'est déjà une première problématique. La deuxième, dans d'autres pays, notamment les Moyen-Orient, ils sont ouvertement discriminatoires. Donc, c'est quoi les cadres législatifs qui fait foi? Parce que sur un outil qui n'a pas de périmètre géographique, quels critères, par exemple, de non-discrimination, mais je pourrais en citer d'autres, j'applique? Donc, quand on sort du périmètre national, ce n'est plus le même cadre de législation, par exemple pour la laïcité ou par exemple pour la discrimination, les cas échéants. Donc, est-ce que la technologie, comment on la paramètre aussi? Ça, c'est une problématique si on est sur un périmètre global. Complètement, et ce périmètre global avec l'international et ces flux qui changent, ne serait-ce qu'au niveau européen, c'est vraiment compliqué et on se rend compte qu'il y a des fois, parfois des thématiques ou des sujets qui n'ont rien à voir. Quand on voit le droit du travail luxembourgeois et le droit du travail français, on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur le même volume. Soyons clairs, c'est un peu comme la Suisse ou Monaco. C'est moins important. Il y a une vraie réglementation au Luxembourg, mais les contraintes d'état d'esprit n'est pas du tout le même. Et pour peu qu'on rajoute du réglementaire sur du légal, ce qui est le cas là, du réglementaire sur du culturel, ça peut vite devenir le bazar sur ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà essayé de faire travailler en France un travailleur non européen. Je lui souhaite bon courage, clairement. Parce que faire travailler un non européen en France ou n'importe où en Europe, c'est une galère. Hein. Quand on entend que le travail est facile, etc., c'est absolument pas le cas. Je travaille beaucoup avec paperasse monstrueuse, mais aussi des justifications qui sont complètement dingues, en fait. Il faut être capable de prouver qu'on n'a pas trouvé de salariés équivalents disponibles, etc. Je sais que je travaille beaucoup en Afrique de l'Ouest, notamment. Il y a une harmonisation à faire, mais qui est même compliqué à envisager. On n'arrive pas à se mettre d'accord à 27 en Europe. J'imagine mal des harmonisations. Et là, et parfois même, la réglementation, notamment au Sénégal, est moins éloignée sur la formation. En fait, la formation marche au Sénégal comme il y a 2 ans en France. C'est facile. Je vous souhaite bon courage en Hollande ou en Allemagne sur les thématiques de formation. Vraiment. Et sur même la logique de cotisation, de fonctionnement, d'envoi de salariés en formation. Ça n'a rien à voir, vraiment. Ok, c'est hyper riche. On arrive à la fin quand même du timing qu'on s'était donné sur ce premier afterwork RH de relancement à Limoges. Oui, on peut le dire. Donc, en tout cas, on est super contente que ça ait pu démarrer. Et ce genre d'intelligence collective là qu'on vient de faire pendant une petite demi-heure, ben, c'est ce qu'on fait généralement dans nos afterwork RH en petits groupes et ensuite on restitue en commun et du coup c'est quand même hyper riche et on a quand même une petite synthèse à la fin orale sur les thématiques qui ont été abordées ou les idées qui ont émergé. Donc voilà, et puis ça crée du lien, voilà, on se connaît petit à petit et c'est toujours intéressant de connaître de nouvelles personnes aussi. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur… On avait pu répondre à Laura, du coup, qu'elle avait pas mal de questions. En fait, il y avait une conversation un peu parallèle sur le chat. Du coup, il y a plein de choses qui ont émergé aussi du chat. C'est ça, avec Laura. Ouais, moi, j'essaie de suivre les deux en même temps, c'était un peu dur. C'est chaud. Laura voilà, qui… on a répondu à toutes ces questions, je ne sais pas.
Mais en tout cas, moi, Laura, il faudra nous parler de cet outil Mondiag, en fait, parce qu'il y avait une discussion parallèle sur la formation et comment responsabiliser les salariés dans leur parcours de formation, et Anne-Lise aussi a rebondi là-dessus. Sur cette partie formation, ça peut faire l'objet d'une thématique, peut-être, effectivement, je l'ai noté, hein, comment responsabiliser les salariés sur leur propre parcours de formation ou d'évolution dans l'entreprise. Ou peut-être Laura pourra nous parler un peu plus de l'outil Mondiag qu'elle utilise, et puis Anne-Lise peut-être aussi je vois que sur le chat il y avait plein de choses. Ouais, tout à fait. Moi je l'ai noté en tout cas sur une thématique, ça peut être sympa effectivement d'avoir une thématique là-dessus. Je pense que c'est quelque chose de très actuel. Au moins en France, hein, on va partir sur, sur l'évolution du parcours de formation en France déjà. Donc s'il y a plein de choses à dire sur effectivement sur les autres pays. Et alors, l'intégration de salariés ou les départs, c'est ça, hein, Aurélien, tu parlais de la problématique de l'envoi des salariés ou de salariés qui viendraient en France travailler en venant d'autres pays autres qu'européens. La mobilité au niveau mondial, en fait, tout ce que je disais, c'est que c'était très complexe au niveau réglementaire et aussi au niveau culturel. Enfin, c'est les deux éléments qui font que c'est compliqué, mais super intéressant pour nous. Oui, aussi. Mais c'est vrai que les différences culturelles, ça peut être sympa aussi d'avoir une thématique sur les différences culturelles, justement, et puis pouvoir faire un petit comparatif, même si on ne va pas forcément du coup aller sur trop du réglementaire, parce que c'est tellement, peut-être plutôt sur du culturel, ça peut être sympa de voir les différences culturelles. Sur l'intégration des salariés provenant d'ailleurs. Moi, j'ai noté plein de choses en fait. La culturalité, effectivement, dans les équipes, il y a de plus en plus de personnes qui viennent aussi travailler en France, qui ont une culture d'origine différente, qui viennent faire leurs études en France et puis finalement qui restent en France travailler. Donc ça, de toute façon, c'est une thématique que j'avais découvert avec Sarah, mais qui est vraiment passionnante. Moi aussi, j'avais noté plein de choses. Tu voulais faire un petit listing, Sophie? Non, c'était juste pour rebondir sur ce qui était dit et pour dire à Laura surtout qu'il faut qu'elle revienne, parce que j'ai plein de questions à lui poser sur la manière dont ils gèrent effectivement leur parcours de formation avec ce nouvel outil qui a l'air intéressant en tout cas. Donc Laura, maintenant, moi que j'ai envie d'avoir plus d'infos. Mais ce qu'on fera toutes les trois avec Christelle et Julia, je pense qu'on va essayer de rassembler les thématiques et on les enverra à tout le monde. On essaiera de voir comment on gère la programmation, parce que c'était hyper riche en tout cas. L'échange. Je ne veux pas monopoliser la parole. Ouais. Je veux juste vous remercier pour cette session-là et vous dire que je suis à votre dispo et que pour proposer des intervenants sur toutes ces thématiques-là. Et un grand merci de nous avoir réunis ce soir. Merci de ta présence et merci à tous de votre présence. Merci aux organisatrices. Et à vous. Christelle et Sophie, c'est ça? Merci. Christelle, Sophie, Julia. Ah, pardon. N'oublions pas, Julia, elle est discrète, mais elle est bien là, elle a plein de choses à raconter. Peut-être la XX. Non, je rigole. Non, merci Julia, Sophie, Christelle. Merci à tous pour votre présence. À très bientôt. C'était un plaisir. Merci Julia, merci infiniment. Ravi de vous avoir rencontré. À très Merci, bientôt. au revoir. Au courant sur les réseaux. À bientôt. Au revoir.